Eh ben, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là dans ce super beau lieu. Ouais, c'est assez sympa de voir le pont en même temps que de faire une présentation. Donc ce soir, je voudrais partager avec vous un petit peu mon retour d'expérience sur l'essai de faire tourner de l'IA en local pour avoir un peu plus de contrôle sur ces nouveaux éléments qui nous sont tombés dessus en 2022. Un peu à propos de moi, je suis de formation data scientist et je fais souvent des missions dans le domaine du biomédical ou de la recherche pharmaceutique. Et c'est peut-être un petit peu pour ça que ça m'a poussé à aller chercher ce qui pouvait se faire en IA local, parce qu'il y a des contraintes assez fortes de confidentialité. Donc, pour poser un petit peu le débat, l'IA nous est tombée dessus par le cloud. Je pense que la grande majorité des gens se sont familiarisés avec tous les agents de langage par le cloud, mais ça se fait avec un certain prix à payer. Le cloud nous donne, depuis 2022 à chaque fois, les super modèles, mais c'est aussi, il y a une contrepartie sur le fait qu'on laisse fuiter nos données, on laisse fuiter beaucoup de choses sur ce qu'on fait. On ne sait pas exactement comment est-ce que c'est réutilisé. Ce qui a été intéressant sur les 6 derniers mois, c'est que l'économie du token est devenue quand même quelque chose de sérieux. Et on se rend compte que ça a été subventionné pendant très longtemps, mais il va y avoir un retour de bâton peut-être à un moment ou à un autre. En plus de ça, ça tombe maintenant dans la géopolitique où Anthropic se fait taper sur les doigts pour partager ou non des modèles. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'utilisation de ces modèles qu'on intègre de plus en plus dans nos workflows, mais dont la dépendance devient très critique. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un filet de secours? Donc, les prix, ouais, les prix et les quotas ont pas mal fluctué. Des fois, ils changent la politique aussi en fonction, je pense, de leur capacité à gérer le flux. Donc, c'est vraiment très difficile pour des gens qui construisent leur business sur un service cloud de se sentir serein. Et enfin, on ne devrait jamais oublier que tous ces IA, ça a un impact énergétique et environnemental. Et c'est vrai que quand on les utilise dans le cloud, on a tendance à les oublier. Et il faudrait peut-être être sûr qu'on utilise à chaque fois le bon modèle pour la bonne tâche. Donc, l'idée d'une IA locale, ça serait essayer de rapatrier un petit peu ce contrôle. Le grand mot qui est à la mode en ce moment, c'est de regagner la souveraineté. Mais c'est au final, avec tout ce qui se passe, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a aussi un environnement réglementaire qui existe avant l'IA, auquel on ne peut pas se soustraire. Donc, le RGPD, eh ben, ça inclut aussi tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, avoir une IA locale, c'est un petit peu plus facile de contrôler. Ça ouvre des opportunités pour personnaliser les différents modèles à ses propres besoins, en faisant peut-être du fine-tuning. Et les coûts sont souvent associés à de l'achat de hardware, puisque les modèles sont gratuits. Et ça nous permet de plus les maîtriser peut-être, avec des quotas qui n'existent plus. On n'a plus à se réveiller au beau milieu de la nuit en ayant un cauchemar parce qu'on n'a plus de quotas. Et au niveau énergétique et environnemental, eh ben, peut-être que ça nous permet d'avoir une mainmise un petit peu plus importante, un peu plus palpable sur exactement ce que nos systèmes consomment. Donc, je vais partager avec vous un petit peu mon chemin sur l'IA locale, mais je ne suis pas le premier. Dev with AI avait déjà un coup d'avance il y a un an. On avait Adrien qui nous déjà proposait une introduction à ce qu'on peut faire au niveau local. Et il avait déjà mis vraiment toutes les bases en termes de c'est quoi un modèle, comment est-ce qu'on lit un petit peu la nomenclature des modèles sur GainFace, quel genre de hardware on doit avoir pour pouvoir les faire tourner, quel genre de logiciel. Donc moi aujourd'hui, ce qui va être sympa, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé en un an et à quel point ça a évolué et à quel point ça va vite.
Mais je vous encourage à aller voir la vidéo, qui est déjà une super introduction. Donc, le prisme que je vais utiliser, c'est vraiment la stack qu'on va devoir mettre en place pour faire tourner un modèle de langage en local, et qui, en général, qui va consister en 3 niveaux. On va avoir besoin de modèles. Donc, ces fameux modèles libres qu'on peut downloader sur sa propre machine. Ensuite, il y a tout l'environnement logiciel qui va permettre de les servir et de les manipuler. Et enfin, un peu le nerf de la guerre, c'est quel genre d'hardware va vous permettre de les faire tourner. Donc, en commençant par les modèles, Hugging Face, je pense que depuis 1 an, n'a fait que renforcer son statut de hub pour la communauté de partage de modèles libres. Aujourd'hui, ils affichent presque 3 millions de modèles. Donc, c'est énorme. Mais bon, il y a beaucoup de modèles, il y a des duplicats, il y a des dérivés. Mais ça montre qu'il y a une diversité énorme. Peut-être la chose la plus marquante, c'est de voir les filtres qu'ils proposent. Quand ils proposent de filtrer par tâche, il y a plus de 50 tâches différentes qu'on peut avoir pour sélectionner un modèle d'intérêt. Donc, ça peut être du texte au texte, du texte à image, texte vidéo, et ainsi de suite. Et depuis hier, ils ont rajouté un filtre qui permet de spécifier le hardware auquel vous avez accès et d'utiliser ça comme filtre pour dire « présente-moi uniquement les modèles qui sont compatibles avec ce à quoi j'ai accès ». Et ils animent vraiment la communauté du modèle libre et avec tout ce qu'il y a autour. Et récemment, leur CEO faisait la remarque que la progression de ces modèles libres semble aller plus vite que l'équivalent de la loi de Moore pour les microprocesseurs. Et si vous voyez un petit peu les dates, qui sont peut-être un petit peu petites, mais il y a 1 an, on était au niveau de Llama 3.3, et on était donc avec un index d'intelligence de 14, et en l'espace de moins d'1 an, on a triplé pour pouvoir passer à des index vraiment très intéressants qui permettent maintenant de faire des choses très chouettes. En plus de partager les modèles, ils animent aussi pas mal d'événements. Et il y en a eu un il y a quelques jours pour diffuser un petit peu ces idées du local AI. Donc, c'est vraiment l'endroit où aller pour commencer son chemin avec l'IA locale. L'IA locale aussi, quand on compare l'IA locale avec les modèles de frontières qui sont, privés et fermés, eh ben, on se rend compte que ça se débrouille plutôt bien. En bleu, on a ici la courbe qui définit à chaque fois le meilleur modèle privé. Et en rose, vous avez la courbe qui trace ceux des modèles ouverts. Et donc, on se rend compte qu'il c'est assez consistant, 6 à 12 mois de rattrapage pour les modèles libres pour arriver au même niveau que les modèles privés. Alors, il y a une chose à garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de ces modèles publics qui sont énormes, qui sont vraiment plus compatibles avec des data centers qu'avec votre propre hardware. Donc, il ne faut pas être aussi gourmand. C'est une bonne chose parce qu'en général, ces gros modèles, un jour ou l'autre, ils vont être distillés dans des plus petits formats qu'on va pouvoir faire tourner. Mais ceux-là, quand on entend l'annonce de GLM 5.2 qui déferle, on ne peut pas le faire tourner tout de suite sur sa machine. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de là où on est, je suis allé voir sur Artificial Analysis et ils offrent la possibilité de comparer 519 modèles. J'en ai pris 26 de façon très biaisée, mais c'est pour vous donner une idée de là où on est en termes de modèles qu'on va pouvoir faire tourner en local. Donc, complètement à gauche, on a Fable 5 et Opus 4,8. Et de l'autre côté, on a GPT 3.5 Turbo. En noir, vous allez avoir tous les modèles qui sont privés, et en bleu, ceux qui sont ouverts. Et la dernière chose que j'ai rajoutée sur ce graphe, c'est des petites étoiles vertes qui indiquent des modèles qui
commence à devenir compatible avec du hardware qui est accessible. Donc ça, en général, quand on tombe sur des modèles qui font 70, 30 milliards de paramètres, on peut imaginer un hardware qui devient accessible à une petite entreprise ou à un indépendant. Et aujourd'hui, ce nuage de possibilités, il se retrouve quand même autour de Cloud IQ 4.5, donc qui est sorti en octobre 2025. Donc je trouve que c'est assez bluffant de se rendre compte qu'on va pouvoir faire tourner dans son salon un modèle qui est aussi puissant que ce qu'on avait en octobre 2025. Alors maintenant, il y a une chose qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est que l'IA locale ne va pas pouvoir faire tout ce que fait le cloud. Donc, c'est essayer de vraiment trouver là où ça fait sens. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu quelles étaient les tâches sur lesquelles ces modèles qui existent, donc qui sont entre 25 et 70 milliards de paramètres, quel genre de tâches sont pertinentes pour ce genre de modèle. Donc, le premier bloc, moi, que j'identifie, c'est tout ce qui est traitement du langage, traitement de l'audio. Tout ça, je pense que c'est des problèmes qui ont été un peu résolus. Ces modèles qui sont en 25, 50 milliards de paramètres le font très, très bien. Donc, on peut faire la classification, la traduction, de la correction. Aujourd'hui, c'est un peu fou d'utiliser de l'Opus 4.8 pour faire des mails. C'est une aberration environnementale parce que c'est une surutilisation des ressources. Et en plus, au passage, on perd sa confidentialité et ses données. Donc, pour tout ce bloc de tâches, on peut le rapatrier chez soi. La génération de vidéos, je l'ai mis en retrait parce que ça reste quand même très, très gourmand et ça marche en local, mais c'est très lent. Après, là où on commence à perdre, c'est quand on demande au modèle d'avoir un pouvoir d'abstraction, un pouvoir de raisonnement. Là, aujourd'hui, les modèles frontières ont un avantage clair et net. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de commencer aussi en local. Et puis ensuite, il y a la tâche du codage, où là, c'est peut-être une des tâches qui est les plus difficiles pour ces agents, enfin, ces modèles locaux. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est plus on contraint le problème de son codage, plus les modèles locaux vont faire un bon boulot. Donc, si on veut faire simplement de l'autocomplétion, ça marche sans souci. Si on veut faire simplement du vibe coding en mettant dans un chat, implémente-moi une application qui vend des glaces sur Mars, sans qu'il y ait vraiment une contrainte et une série de spécifications qui vont guider le modèle, ces modèles plus légers vont avoir tendance à se perdre. Donc, c'est en ça que j'ai voulu décaler un petit peu le codage agentique qui est décoré avec des skills et des spécifications. Et ben, on arrive à améliorer les performances et à rendre l'expérience beaucoup plus intéressante. Et donc là, on se retrouve à pouvoir faire du codage avec l'IA de façon complètement confidentielle. Donc, on a ce premier niveau de modèle. Au niveau des logiciels, eh ben, la communauté open source a vraiment continué à faire de superbes contributions. Et donc, on a des produits qui sont vraiment matures et qui aujourd'hui sont largement diffusés. Donc, on a un premier nuage qui regroupe un petit peu toutes les solutions qui permettent de servir les modèles de langage de façon très, très simple. J'ai commencé avec Ollama et il va falloir que je passe avec VLLM pour avoir un petit peu plus de performance. Ensuite, quand on veut faire du chat ou on veut générer des images, comme PUI ou OpenWebUI sont des solutions vraiment très, très abouties. Et pour le codage, on en a entendu parler avant avec Maxime, OpenCode et Py sont aussi complètement matures. Et c'est une des choses qui a vraiment peut-être explosé depuis la dernière présentation sur le Local AI. On a vraiment maintenant des outils performants. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'infrastructure de calcul. Pendant longtemps, c'était de se construire un gros PC de gamer qui permettait d'espérer faire tourner du LLM chez soi. Et ça coûtait assez cher
et l'explosion des prix n'a pas arrangé les choses. Mais il y a une chose qui a pas mal évolué sur l'année qui est passée, c'est le fait que l'architecture de mémoire unifiée se démocratise vraiment de plus en plus. C'est Apple Silicon qui a lancé un peu la valse. Et maintenant, on a une annonce de... Donc, il y a NVIDIA qui a sorti la DGX Spark au CES 2025, qu'il l'a mis sur le marché juste après l'été 2025, je crois. Et ils annoncent aujourd'hui maintenant des laptops qui vont avoir un petit peu une architecture semblable, qui vont permettre d'avoir les mêmes performances sous format laptop. Et AMD a aussi fait la même chose, une annonce pour avoir ce format de mini PC qui a la possibilité de faire tourner des modèles qui vont jusqu'à 128 gigas de RAM. Donc ça devient des choses très intéressantes, puisque avec 128 gigas, on peut faire tourner facilement des modèles de 80-90 milliards de paramètres. Ce qui nous ramène un petit peu sur Terre, c'est que ça reste un budget qui peut être conséquent. Donc, c'est un investissement à mettre en parallèle avec les prix des tokens, des prix des abonnements et le fait que ça risque de fluctuer et qu'aujourd'hui, on paye vraiment en dessous de la valeur du marché. Donc, on se retrouve un peu avec tout maintenant et c'est vraiment le meilleur moment pour faire de l'IA en local, parce que toutes les briques sont là pour commencer à déployer des choses sérieuses. Donc, dans mon cas, j'ai opté pour la plateforme DGX à cause de la stack CUDA qui va avec. C'est au niveau de la maturité, je pense que c'est la référence. Et les autres plateformes sont un peu plus à essayer de rattraper, avec le MLX pour Apple et puis le ROC M pour AMD. Donc, en tombant sur CUDA, enfin sur la Spark, eh ben, on a une machine qui a 128 Go de mémoire unifiée, un pétaflop de capacité, une architecture Blackwell qui est complètement compatible avec les data centers ensuite NVIDIA, c'est en fait l'esprit de cette machine. Un mini format, donc ça fait 1,2 kg, et une petite consommation électrique. Donc là, on a 240 watts, mais ça prend vraiment beaucoup moins. Et ce qui n'en fait pas un mini data center, c'est le fait que la bande passante avec la mémoire est limitée à 273 gigabits. Et donc, c'est ça qui fait que ce n'est pas une bête de course, ce n'est pas une bête d'inférence, mais c'est pas le cheval de course, mais c'est l'âne qui va passer un peu partout. Et on va pouvoir le charger et faire ses tests, itérer. Et l'idée de cette machine, selon NVIDIA, c'est de permettre aux développeurs de faire rapidement des tests, mais in fine, la solution doit être déployée sur le cloud. L'intérêt aussi de cette architecture, c'est qu'on peut commencer à en faire des clusters. Donc, si on gagne à la loterie et qu'on a un budget, eh ben, on peut commencer à les empiler. Donc, déjà, avec deux Spark, on arrive à 256 gigas de mémoire. Et là, ça commence à permettre de faire tourner des modèles super intéressants. Donc, la prise en main se fait très vite. Là, c'est moi, je l'ai tout de suite mise en configuration serveur. Donc, c'était pour vraiment délester tous les calculs sur une plateforme dédiée. Donc, je me connecte en SSH. Et là, ils ont une petite application qui permet de contrôler à distance la machine, de lancer les updates et d'ouvrir un Jupyter Lab si vous voulez commencer à coder. Quand c'est sorti, il y avait déjà tout un écosystème qui existait. Et moi, c'est une des choses qui m'a pas mal séduit, c'est le fait qu'ils fournissaient plein de playbooks avec plein de cas d'usage. Donc, d'un coup, j'avais un catalogue d'applications que je pouvais rapidement tester et mettre en œuvre et avoir une référence pour construire mes projets. Et surtout qu'il
il y avait de la bioinformatique, il y avait de la data science, donc il y avait des choses directement applicables à ce que je voulais faire. Une chose aussi qui rend les choses très faciles, c'est qu'ils ont un système de containers un peu optimisé pour leur plateforme, qui s'appelle NIM, NVIDIA Inference Microservices, et ça, c'est encore dans l'idée que cette petite plateforme de dev, elle est là pour mettre en place ce qui ensuite est appelé à migrer vers des serveurs, parce que ce format de container va être compatible avec toute la stack NVIDIA. Une chose qui s'est rapidement mise en place aussi, c'est un forum d'utilisateurs très, très réactif. Et moi, j'ai eu ma machine en février, mais ceux qui l'ont eu en octobre, ils se sont un petit peu mordus les doigts parce que tout n'était pas exactement prêt. Donc, si vous suivez un petit peu les fils de discussion, il y a eu pas mal de frictions sur la fin de l'année 2025 pour que NVIDIA mette les choses un petit peu au clair. Mais ça a vraiment permis de dégager de très beaux projets de la communauté. Et notamment, ils ont commencé à mettre en place une façon d'évaluer les différents modèles et de voir un petit peu quel genre de performance on pouvait avoir. Et pour mettre en place ces benchmarks, il y a 3 projets, moi, qui m'intéressent en ce moment. C'est des benchmarks qui vont me permettre de calibrer un petit peu les modèles que je veux utiliser pour pouvoir ensuite, quand j'aurai ma prochaine génération de modèles que je vais pouvoir utiliser, je vais être plus serein pour savoir ce que je gagne, ce que je perds, est-ce que j'ai de la régression, est-ce que j'ai pas de la régression. Donc là, je vous montre quelques bancs d'essai où sur 4 modèles que j'ai essayés, tous un peu autour de la taille de 30-35 milliards de paramètres. C'est le Qwen 3.6 qui aujourd'hui me donne le plus de satisfaction. Et je reste un peu sur cette taille, même si je pourrais aller plus loin grâce aux 128 gigas de mémoire, parce que au niveau interactivité, c'est là où c'est le plus fluide. Donc là, il y a un exemple d'un autre benchmark où il y a vraiment des choses très intéressantes sur le fait qu'il se focalise sur le test de toutes les capacités agentiques, et ce qui, à mon avis, rend vraiment les tâches de test pertinentes, parce que c'est ça qui va faire la différence une fois que j'utilise mon modèle dans OpenCode ou dans un autre harnais. Donc, on peut regarder ça plus en détail. Au final, moi, ma configuration, c'est j'ai ma Spark en mode serveur. Pour l'instant, j'utilise Ollama, mais il va falloir rapidement que je passe sur VLLM. Je favorise Qwen 3.6. Et j'ai, pour tout ce qui est chat, j'utilise Open Web UI, qui se connecte vraiment très naturellement avec tout un écosystème qui permet de construire un mini RAG. Donc avec Docling, Searching et Comfy UI pour générer des images. Donc à partir de mon laptop, je peux me connecter par Tailscale de n'importe où et avoir accès à ma capacité d'IA pour faire des chats privés, des générations d'images et ainsi de suite. Mais aussi, à partir de ma machine, j'utilise OpenCode et des harnais un petit peu plus spécialisés en data science, comme Positron, qui est développé par Posit pour l'environnement R ou Python. Je fais beaucoup de développement R, donc c'est un harnais qui est assez efficace pour vraiment créer toute une spécialisation R. Et puis, récemment, j'ai eu de bonnes expériences avec Marimo pour Python, qui essaie un peu de prendre la suite des Jupyter Lab et qui a une fonction agentique plutôt bien faite. Et si j'ai besoin de manipuler des choses sur ma propre machine, pour l'instant, ce que j'ai trouvé qui marche bien, c'est le Accomplish, pour avoir le même ressenti que le OpenWork d'Anthropic. Après, en termes de futures expérimentations, il faut vraiment que je développe des benchmarks qui sont associés à mes propres tâches de data science pour pouvoir vraiment calibrer les prochains modèles
en fonction de ce dont j'ai besoin. Je me suis déjà amusé à connecter un agent Hermès qui tourne sur une Raspberry Pi. Je ne le fais pas tourner sur la machine elle-même, je préfère la délocaliser sur un Raspberry et simplement il utilise le serveur Ollama pour tourner et j'interagis avec Telegram. Et donc là, j'ai programmé des newsletters et des recherches, rien d'extraordinaire et je serai preneur de votre expérience pour pouvoir avancer là-dessus. Il y a aussi, je suis venu avec mon copain Richie, qui est le petit robot de pollen qui est basé à Bordeaux et qui me permet de toucher du doigt aussi un petit peu le côté rendre tangible l'IA, de convertir ce petit robot en un assistant d'IA avec lequel je peux converser. Et puis, ils ont aussi le projet Le Robot, où on peut mettre en place de l'automatisation de robots assez avancés sur apprentissage par mimétisme. Et puis, la dernière chose qu'il va falloir que je commence à explorer et de trouver des cas d'usage, c'est tout ce qui va mettre en avant le fine-tuning de LLM ou de génération d'images. Parce que grâce à la stack CUDA, c'est vraiment, ça devient naturel de le faire sur la machine et il faut simplement que je trouve le bon cas d'usage. Donc, est-ce que cette JX Spark peut répondre à vos besoins? À vous d'évaluer. Il y a des choix forts qui ont été faits et il faut voir si ça répond à vos besoins. Mais ce que je voudrais essayer de faire passer moi aujourd'hui, c'est que les planètes sont alignées et de toutes les façons, je pense qu'il faut commencer à considérer l'IA locale comme une alternative viable, solide et un filet de secours pour quoi qu'il arrive avec le cloud. Donc, commencer à explorer l'IA locale, je pense que c'est un bon investissement aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Alors, on a 5 minutes pour des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question toute simple. Le produit que tu as présenté, dont j'ai mâché le nom, NVIDIA Spark. DGX, ouais. Spark. Combien ça coûte? Donc, les prix que j'avais donnés, aujourd'hui, c'est aux alentours de 5 000. Mais il y a des clones qui existent. Donc, ça, c'est la version NVIDIA, ça serait du 5 000. Et il y a des clones qui ont été faits par Asus, par HP. Et en général, on tombe autour de 3 700, 4 000. Donc, ça reste un investissement sérieux. Ouais. Et moi, l'impact que ça a eu sur moi, c'est que ça m'a décomplexé sur les expérimentations. Je pense qu'avant, je m'auto-limitais facilement, peut-être avec à cause de certains quotas, certains abonnements. Et là, le fait de l'avoir sur son bureau, on se sent plus facile à tenter des choses. Spark est plus dispo, je crois. En ce moment, elle est out of stock depuis plusieurs mois. Mais du coup, j'ai une question sur est-ce que NVIDIA prévoit de nouvelles machines, des évolutions de la Spark? Donc, moi, ce que j'ai vu passer au dernier CES, c'est la RTX, qui est donc sous format de laptop et qui permet d'avoir aussi des puces un pétaflop sur 128 giga de mémoire. Je ne l'ai pas vu passer, ça, non. Je ne sais pas si quelqu'un... Tu dis que c'est bien en termes d'environnement l'IA local, mais est-ce que si tout le monde s'achète une DGX Spark pour mettre chez soi, est-ce que ça va finalement utiliser plus de puces, utiliser quand même des économies d'échelle liées au cloud provider? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une... c'est vrai, c'est un truc à prendre en compte. C'est des machines qu'on peut plus facilement peut-être éteindre aussi. Mais c'est
c'est une dimension qu'il faut qu'on garde en tête. Ouais. Il faut qu'on puisse utiliser les ressources IA pour les bonnes tâches, calibrer le bon modèle, le bon hardware et la bonne tâche. Merci. Du coup, est-ce que tu as testé plusieurs utilisations de l'IA en même temps et comment tu les priorises? Je crois que c'est des sujets. Alors, il y a une chose qui marche bien avec la Spark, c'est que si on utilise un seul modèle et qu'on le bombarde de requêtes, ça va rapidement saturer. Par contre, si on a plusieurs services, ça gère plus facilement l'aspect concurrent. Et donc, par exemple, j'ai vu passer un cas d'usage où c'est pour un modèle de recherche profonde sur des sujets où on se retrouve avec trois mini-services. Et le test qui était partagé, c'est que ça permet vraiment de tirer au maximum les ressources de la machine parce que l'aspect concurrentiel est plus facilement utilisé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, moi, j'avais deux questions. La première, est-ce que quand on est un local provider comme ça, est-ce qu'on a un abonnement OpenAI ou Anthropic, au cas où? Donc non, j'utilise plutôt les crédits gratuits. Okay. Donc par exemple, quand je veux faire des tâches assez évoluées, je vais utiliser mes crédits gratuits qui s'envolent assez rapidement pour générer en data science sur des données synthétiques pour être compatible avec le code de confidentialité. Et ensuite, l'ossature du script qui m'a été pondu, je peux le rapatrier en local. Et deuxième question, quand on utilise des modèles locaux, est-ce qu'il y a une mémoire? Par exemple, moi, je sais que quand je parle d'un projet, il va se dire oui, mais on en avait déjà parlé, on avait déjà vu ce projet-là, tu avais utilisé cet outil. Est-ce qu'on peut retrouver cette mémoire dans les projets locaux? Donc, avec Open Web UI, oui, parce que effectivement, c'est tout sous la même... c'est géré globalement. Pour Open Code, je ne sais pas je sais pas s'il y a des gens qui sont peut-être plus avancés que moi dans l'utilisation d'Open Code, ou est-ce qu'on peut permettre à différentes sessions de fournir une visibilité. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Sur tout ce qui est memory, en général, c'est plutôt au niveau du harness que les modèles. Donc en fait, ça dépend si le harness fournit un système de memory, donc avec code ou du codex. Vous pouvez avoir un système de memory et plugger des modèles locaux, même sur du code. Et sur OpenCode, il y a des extensions, des plugins qui permettent d'avoir des systèmes de memory et qui fonctionnent du coup sur tous les modèles que vous pouvez utiliser, que ce soit locaux ou des modèles cloud. Donc ça dépend du harness plutôt. Il y a même des MCV comme Serena qui permet aussi de fournir des systèmes de mémoire. Et pour continuer, oui, effectivement, moi, mon système Hermès, il gère sa mémoire simplement sous forme de fichier Markdown. Et donc, on pourrait imaginer que chaque projet Open Code, on lui demande de générer une sorte de sommaire Markdown de ce qu'il est en train de faire et de le mettre à un endroit qui est disponible de tous. Donc c'est effectivement ce qu'on ne voit pas avec les services du cloud, c'est qu'il y a toute une ingénierie autour du modèle pour gérer la mémoire. Et quand on le fait en local, c'est à nous de prendre les décisions de comment est-ce qu'on va construire la mémoire. Mais c'est possible. Merci beaucoup.